première escale en Islande du Nord sera à Akureyri. Après un séjour au Spitsberg où la température n'a jamais dépassé les 3 degrés, nous apprécions les 15 degrés de cette chaude journée de juillet. Capitale du Nord, Akureyri est souvent désignée comme étant la plus belle ville du pays. Elle est située au fond de l'Eyjafjörður, le plus long fjord islandais. Avec ses 17 000 habitants, elle offre tous les avantages d'une grande ville. Hôtels, restaurants, musées, parcours de golf, piscines couvertes, terrains de sport, aéroport ainsi qu'un jardin botanique fort étonnant. Ici sont cultivées toutes les espèces de plantes existantes en Islande. En observant la carte du pays, on constate qu'Akureyri est situé à quelques kilomètres du cercle polaire. On est très étonné de découvrir une telle végétation. Restant avec cette végétation luxuriante où les arbres atteignent des tailles respectables, la nature sauvage semble souffrir du climat rigoureux de la région. Les sapins plantés sur les hauteurs de la ville sont très petits. Notre guide n'a pas su nous expliquer les raisons pour lesquelles les fermes islandaises possédaient des toitures de couleur verte ou rouge. Une certitude, les établissements agricoles longeant notre route rivalisent par leur taille avec nos fermes européennes. Situé à proximité du lac Mývatn, le site des pseudocratères de Fukustadir nous replonge quelques millénaires en arrière. Les vestiges de nombreux cratères éparpillés au cœur du lac rappellent aux visiteurs que l'Islande est une île volcanique. De moucherons apparaissent sur ces images. Grâce à ces multitudes d'insectes, la zone marécageuse abrite une riche avifaune. C'est un sanctuaire ornithologique où vit la colonie de canards la plus variée d'Europe. Un chaos de lave nous conduit jusqu'au dédale lunaire de roches volcaniques de Dimmuborgir. Quelques explications sont nécessaires pour bien comprendre le phénomène. Nous sommes à proximité d'un gigantesque volcan. Pendant des mois, le magma s'est écoulé dans la vallée voisine. Un lac de lave s'est alors formé. Des remontées de gaz, plus frais que cette dernière, ont provoqué des ondes de refroidissement. Pour des raisons inconnues, le lac s'est progressivement vidé. Les zones refroidies apparaissent alors sous des formes les plus diverses. Des cônes de scories alternent avec des grottes, arches et autres formes géométriques. Les légendes locales parlent des trolls. Ces personnages, mi-hommes, mi-lutins, ne peuvent sortir qu'une fois la nuit tombée. Malheur à ceux qui ne seront pas rentrés le jour venu. Pétrifiés pour l'éternité, telle sera la sanction. Certains d'entre eux se sont fait piéger au milieu de ce dédale de roches volcaniques. Nous avions été prévenus. Les Américains sont venus explorer ces lieux avant de préparer leur expédition vers la planète Mars, nous avait précisé notre guide. Malgré cet avertissement, nous n'en croyons pas nos yeux. Le visage collé à la vitre du bus qui nous conduit sur les lieux, Jérôme, notre petit-fils, ne quitte pas des yeux ce paysage aux allures aussi menaçantes que stupéfiantes. La végétation a totalement disparu. Dès notre descente du car, une odeur de soufre nous prend à la gorge, les yeux nous piquent. Nous sommes garés au cœur des champs de Solfatara. Le soufre est partout. De très grandes plaques jaunâtres tachent les flancs des collines environnantes. Des fumerolles s'échappent du sol. On suppose que l'enfer n'est plus très loin. Dans un vacarme assourdissant, la vapeur sous haute pression traverse cet amas de roches et une forte odeur d'œuf pourri s'en échappe.
Pressé par la curiosité, Jérôme s'en approchera un peu trop. Les yeux larmoyants et suffoquant quelque peu, il s'éloignera rapidement de cette zone peu hospitalière. Plus loin s'écoule le bruyamment des bains bouillonnants. L'eau jaillit du sol à une température dépassant allègrement les 100 degrés. Un peu partout apparaissent des champs de bulles, d'où s'échappent des odeurs sulfurées. Il y a de l'acide sulfurique, tu mets un caillou ou quoi, il n'existe plus. T'as vu la couleur? Ça va? À proximité, un petit lagon bleu, coloré par des multitudes de micro-organismes, jouxte une station de captage. Les vapeurs récupérées chaufferont les habitations du village voisin. Godafoss, en français, cascade des dieux. Ce nom daterait de l'an 1000. Il proviendrait d'un événement survenu à l'époque de l'adoption du christianisme. Le propriétaire de la ferme voisine aurait jeté la représentation des dieux vikings dans le flot tumultueux. Cette chute tourbillonnante doit sa forme en fer à cheval au fort débit de la rivière. Elle est constituée de deux chutes, une rectiligne séparée de celle en fer à cheval par une petite île. De nombreux touristes les comparent aux chutes du Niagara, un modèle réduit bien sûr. De nombreuses petites villes du nord de l'Islande ont été construites en fond de fjord. À l'origine, il s'agissait de cabanes de pêcheurs construites en bord de mer. Puis sont apparues les maisons où était traité le poisson. Certains ports n'ont pu être réalisés en eau profonde. Pour cette raison, notre navire a dû mouiller au large. C'est en chaloupe que nous avons regagné la côte. La petite ville d'Isafjord est le chef-lieu de la région des fjords de l'Ouest. La ville moderne, vue du port, ressemble à toutes ces bourgades nordiques. Façades et toitures colorées et égaye un triste paysage pauvre en végétation. La partie la plus ancienne de la ville se dressant sur une barre de sable qui s'avance dans le fjord. La ville fut créée au XVIe siècle. On peut y voir un ensemble de demeures et d'entrepôts datant du XVIIIe. Notre guide nous expliquait qu'en Islande, les communes occupaient les enfants pendant les vacances scolaires. Animé par un groupe d'adolescents, le petit musée maritime des fjords de l'Ouest présente une belle collection d'outils et d'objets divers ayant servi aux pêcheurs locaux. La pêche à la baleine occupe une place privilégiée dans cet univers maritime. On ressent une vraie nostalgie de cette époque héroïque. La morue n'a pas été oubliée, elle était soit séchée, soit salée. Accompagnée d'un petit verre d'alcool de pommes de terre, une dégustation de requin nous est également proposée.
Aux abords de la ville, nous découvrons les installations sportives. Pour traverser la longue période hivernale, les installations sportives et culturelles abondent dans tout le pays. Un aéroport évite l'isolement hivernal. En période estivale, les amateurs de golf peuvent s'en donner à cœur joie. En provenance d'un lointain glacier, ce petit ruisseau est réputé pour ses eaux claires. Notre guide nous a proposé une courte halte, une dégustation s'imposait. Il ne manquait que le pastis de Marseille. La visite de la petite chapelle d'Osvort était animée par une jeune fille jouant de l'accordéon. Non loin du village, 3 cabanes de pêcheurs ont été reconstituées et réaménagées, comme à l'époque des grandes pêches héroïques, souvent difficiles pour ces pêcheurs de morues, qui étaient également fermiers au XIXe siècle. La première cabane était utilisée pour le séchage du poisson. Les 2 suivantes ont été construites suivant une technique bien établie dans la région. La partie supérieure était réalisée en bois, cela permettait une isolation thermique efficace. Pour rendre encore plus performante cette isolation, la toiture était recouverte d'une épaisse végétation. Vu de l'intérieur, un enchevêtrement de poutres supporte l'ensemble. Celle-ci servait au traitement du poisson. La troisième cabane, à l'architecture identique, laisse apparaître les grosses pierres de la partie inférieure. De grandes fenêtres étaient réalisées afin de mieux laisser passer la lumière. Cette dernière servait de logement. On y stockait les outils nécessaires à la pêche. Le conservateur de ce mini-musée s'était costumé en pêcheur d'Islande. Les chaussures ont été réalisées en peau de mouton, le reste de la tenue est en peau de vache. La côte de baleine exhibée servait à tirer les doris lors de leur mise à l'eau. Avant d'être traitée, la morue ne s'appelle pas ainsi, son vrai nom est le cabillaud. Après avoir été pêchés en pleine mer, ces derniers sont ramenés vivants dans les fjords. D'immenses viviers, dont nous voyons ici la partie supérieure, renferment ces captures. Chaque jour, les fermiers de la mer viennent alimenter ces nouveaux poissons d'élevage. Certains d'entre eux s'échappent des mailles de ces immenses nasses. Ils vont faire le bonheur des membres de l'équipage de notre navire, qui vont profiter de quelques heures de repos pour les pêcher. C'est beau celui-là. Et là, c'est le baston. Il n'avait pas vu les autres. Il n'arrive pas à s'envoler. Ça y est. Nous ne pouvions visiter l'Islande sans découvrir Reykjavik et sa région. On ne s'attardera pas en ville. Les sites touristiques environnants sont si nombreux qu'il faut rapidement nous y rendre. Sur les routes de banlieue, au loin apparaissent les premiers volcans. Les champs de lave sont gigantesques, ils recouvrent à présent la totalité du sol. Les immeubles ainsi que les zones industrielles sont construits au cœur de ce magma figé depuis des siècles. Þingvellir est le site le plus vénéré d'Islande. Ici siégeait le parlement le plus ancien du monde, l'Alþing.
Afin de commémorer cet événement, un monument y fut érigé il y a quelques décennies. Après leurs élections, les nouveaux présidents viennent ici pour prêter serment. Quel ne fut pas notre étonnement d'apprendre la particularité du site. Nous nous trouvons actuellement au-dessus de la faille intercontinentale séparant les continents américains et européens. Un chaos de roches volcaniques où s'empilent des couches de basalte déposées par chaque éruption paraissent fragiles et semblent prêtes à s'effondrer. Tiens, des trolls se sont fait surprendre par le jour. Sur ces roches volcaniques, la végétation est parfois surprenante. On pourrait supposer que seuls lichens et mousses poussent ici. Eh bien non. Les rivières à saumon sont nombreuses, les petits ruisseaux à truites fario aussi. Pour les attraper, pas besoin de verre ni d'asticots montés sur hameçon. Les touristes testent une nouvelle méthode. Jeter des pièces de monnaie à l'eau afin que les truites puissent s'acheter ce qu'elles souhaitent. Vous ne me croyez pas? En voici la preuve. Nous traversons actuellement des champs de lave vieux de plusieurs milliers d'années. Seules mousses et lichens poussent ici. Parfois, une tache verte laisse deviner quelques rares herbes. Passés les champs de lave, la nature reprend ses droits. De nombreuses fermes d'élevage y sont implantées. En altitude, les vallées sont couvertes de sapins, autour desquels ont été construits de nombreux chalets. Les eaux troubles de la rivière ont influencé le nom de cette chute, Gullfoss, la cascade dorée. Cette dernière est constituée de deux chutes successives. La cascade supérieure, haute de 11 mètres, déverse son flot tumultueux sur une grande largeur. La cascade inférieure, haute de 21 mètres, projette une bruine permanente au-dessus d'un paysage lunaire. Nous apercevons au loin le grand glacier islandais. Nous n'aurons pas le temps de nous en approcher. Je ne pouvais achever cette vidéo sans parler des captages de vapeur et d'eau chaude. Les villes islandaises sont chauffées à partir de nombreuses sources thermales, d'où les vapeurs chaudes s'échappent. Le long des routes, de nombreux tuyaux transportent le précieux liquide jusqu'aux cités. Très souvent, les eaux sont tellement chaudes qu'il faudra les refroidir avant de les distribuer dans les foyers. Les eaux chaudes servent également à chauffer les serres.